Chers élèves, bonjour. Donc pour cette semaine, nous allons reprendre le cours sur la République, la fondation de la Troisième République, son instauration. Et nous étions dans le Grand 3, une République qui surmonte les crises, plus précisément dans le 3.1, antiparlementarisme, crise boulangiste, scandale et terrorisme, la République menacée. Alors nous avions vu le cas du général Boulanger, donc ce ministre de la Défense, ministre de la Guerre, qui était très populaire et dont les partisans ont tenté un coup d'État en 1889. Coup d'État qui a échoué étant donné que le général Boulanger s'est enfui en Belgique. Parallèlement à ça, se développe aussi une nouvelle idéologie qui est le nationalisme. Alors dans ce sens-là, le nationalisme, nous allons le définir de cette manière. C'est une idéologie qui exalte la supériorité nationale et appelle à la lutte contre les ennemis extérieurs, les autres nations et intérieures, les juifs par exemple. Donc en fait, ce nationalisme, c'est au sens politique, au sens de l'extrême droite. Nous avons déjà vu l'idée de nationalisme dans le cours sur les nations et libertés, donc l'exaltation des mouvements nationalistes dans le cas de la Pologne ou de la Grèce. Donc là, c'est dans le cas où il y a une nation qui lutte contre une autre pour son indépendance, d'accord? Mais là, l'idée est un petit peu différente. Nationalisme est un terme comme nation qui est polysémique. Là, c'est au sens de l'extrême droite, ça veut dire que c'est une idéologie qui appelle à la supériorité nationale à l'intérieur et à l'extérieur. Alors concrètement, que font les nationalistes? Les nationalistes contestent la République. Je vais vous donner l'exemple d'une organisation qui est non seulement nationaliste, mais aussi monarchiste, c'est l'Action française. L'Action française, elle est créée en 1899. C'est une organisation qui existe encore et elle défend le retour de la monarchie, le nationalisme et l'antiparlementarisme. Donc en fait, l'Action française synthétise un petit peu tous les courants de pensée qui s'opposent à la République au tournant du XXe siècle, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Alors, l'Action française, il faut savoir qu'elle apparaît à un moment qui est assez particulier, c'est à peu près 30 ans après le début de l'instauration de la République et à peu près 20 ans après le fait que les républicains se sont définitivement imposés. C'est pas dû au hasard. En fait, c'est une nouvelle génération de militants nationalistes et monarchistes qui a abandonné l'espoir d'une restauration immédiate par rapport, par exemple, au comte de Chambord. Donc, l'Action française refait de la politique autrement. Il ne se concentre plus sur le retour d'un roi dans l'immédiat, d'un prétendant au trône, mais ils vont plutôt faire de la propagande contre la République. Par exemple, ils vont faire des manifestations où ils vont pendre Marianne, dont ils donnent le surnom la gueuse. Donc c'est ce type de mobilisation politique. À côté de ça se développe aussi, à la faveur de la liberté de la presse, une presse nationaliste et antisémite. Il y a plusieurs caricatures antisémites qui circulent, où on imagine les juifs comme les banquiers du monde, tirant les ficelles des politiciens et des grands patrons. Donc en gros, selon cette idée, ce sont les juifs qui contrôleraient la République et de manière générale le monde des affaires. Le juif, en fait, arrive à manipuler le régime parlementaire. Donc ces caricatures se développent et donc on fait l'association la République c'est une invention des Juifs et donc par conséquent il faut l'attaquer au nom de la nation. Alors il y a aussi une autre menace pour la République, c'est l'autre bord politique, ce sont les anarchistes. La République est ainsi attaquée par un terrorisme anarchiste. Donc je vais donner comme exemple un attentat à l'Assemblée nationale en 1893 ou alors, encore plus significatif, le 24 juin 1894, le président de la République, Sadi Carnot, est assassiné par un terroriste anarchiste. En réponse, la République vote ce qu'on va appeler les lois scélérates. Ce sont plusieurs lois qui sont destinées à limiter la liberté d'expression des anarchistes. En fait, l'idée est de limiter la propagande anarchiste dans la presse. Pour cela, la liberté de la presse est modifiée. C'est donc une petite entrave à la liberté d'expression. Cette loi a été contestée parce qu'évidemment, il y avait aussi beaucoup d'anarchistes qui avaient un fonctionnement pacifiste, mais les députés ont estimé que c'était une mesure nécessaire pour limiter le terrorisme anarchiste. Par conséquent, la République est aussi bien attaquée par des mouvements d'extrême droite comme l'Action française que par l'extrême gauche avec des mouvements anarchistes.
Alors, 3.2, là maintenant, on va s'intéresser à l'affaire majeure, la crise majeure qui a secoué la République à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est évidemment l'affaire Dreyfus. Pour l'affaire Dreyfus, je vous invite à regarder cette vidéo dont vous avez le lien. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause pour aller regarder ce documentaire et après reprenez la trace écrite à la suite de ce diaporama. Alors, le bilan sur l'affaire Dreyfus, qu'est-ce que c'est? L'affaire Dreyfus. Donc, Alfred Dreyfus était un officier juif et capitaine de l'armée française. Il a été condamné en 1894 parce qu'il a été accusé d'espionnage au bénéfice de l'Allemagne. Il est dégradé de son titre de capitaine lors d'une cérémonie dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris le 5 janvier 1895. Il est juif, il est alsacien, il est par conséquent le coupable idéal dans un pays où l'antisémitisme est très ancré. L'enquête amenant à sa condamnation a été falsifiée, la presse l'accable malgré les preuves de plus en plus claires de son innocence. Dreyfus n'est réhabilité qu'en 1906. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'affaire Dreyfus a divisé la société en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Pour les républicains, il n'y a pas de doute quant à l'innocence d'Alfred Dreyfus. Ainsi, les républicains vont majoritairement soutenir Dreyfus, son honneur et l'idée qu'il soit innocent. Alors, un exemple de républicain, alors pas un politique, mais un intellectuel, un écrivain qui s'est engagé en faveur de Dreyfus, c'est évidemment Émile Zola, qui, dans son célèbre article paru en 1898 dans le journal L'Aurore, titre J'accuse et prend défense d'Alfred Dreyfus et attaque en fait l'armée. Parce que l'idée c'était de garder Dreyfus comme coupable pour ne pas salir l'honneur de l'armée. Donc cette crise a vraiment profondément secoué la République pendant une dizaine d'années, mais la République arrive à tenir. On va voir pourquoi. En fait, les républicains parviennent à surmonter toutes les crises que l'on voit, donc les crises nationalistes, anarchistes, l'affaire Dreyfus, car ils arrivent à mettre leurs divergences de côté pour s'unir. Ils font une espèce de cordon républicain. Par exemple, entre 1899 et 1902, il y a un gouvernement de défense républicaine qui est mis en place. Donc ce gouvernement cherche ainsi à unir les républicains face à leurs adversaires anti-républicains, c'est pour être sûr de garder le pouvoir. Mieux encore, les républicains arrivent à intégrer d'autres forces politiques à leur projet. C'est notamment le cas des socialistes. En 1899, le premier socialiste, donc vraiment issu du monde de la commune, issu du drapeau rouge, tout cet univers-là de transformation sociale, donc le premier socialiste, Alexandre Millerand, intègre un gouvernement républicain. Alors évidemment, il laisse de côté ses idées radicales, mais il veut défendre des progrès sociaux au sein de la République. En parallèle, la République développe une législation sociale pour allier une partie du monde ouvrier. Ça, on va l'étudier dans le chapitre d'après. Par conséquent, là, il y a deux idées fondamentales. Les républicains s'unissent, ils se présentent ensemble aux élections, ils gouvernent ensemble pour garder le pouvoir. D'autre part, ils arrivent à intégrer d'autres forces sociales et politiques de la société française. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à surmonter les crises. Enfin, après tout cela, il y a eu une dernière crise qui a vraiment secoué la société française, après l'affaire Dreyfus, c'est la loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Ça va être le dernier aspect de notre cours, et après nous aurons terminé ce chapitre. Donc, cette loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Évidemment, elle garantit la liberté de conscience à tous les citoyens. Ça, c'est un principe sur lequel les républicains ne veulent pas revenir. Elle abroge le concordat. Le concordat, vous avez la définition dans le manuel, c'est en fait un accord entre l'État et l'Église catholique sur l'organisation du culte catholique. Elle impose la fin du versement d'un salaire au clerc d'un culte. Par conséquent, à partir de 1905, les impôts, les ressources financières de l'État ne servent plus à financer le salaire d'un prêtre, d'un pasteur, etc., ou d'un rabbin. La loi supprime enfin les établissements publics de culte et autorise les associations de culte en contrepartie. En fait, maintenant, l'État ne doit plus s'intéresser aux affaires religieuses. C'est en fait l'apparition d'un principe de neutralité de l'État à l'égard des religions que l'on appelle aujourd'hui laïcité. Cela dit, cette loi a eu des polémiques, a engendré des tensions, des conflits très forts, notamment entre l'Église catholique et l'État.
La principale querelle, le principal point d'achoppement, c'est la querelle des inventaires, qui ont amené des heurts dans toute la France. Un principe général est voté lors de cette loi, c'est que l'État reste propriétaire des églises et lieux de culte. Ça encore, il y a encore des organisations très très à droite qui contestent cet aspect de la loi. Ça veut dire que l'État récupère toutes les églises et lieux de culte construits avant 1905. En échange, ces églises, ces cathédrales, sont mises à disposition des cultes. Ainsi, en France, l'État est encore propriétaire des cathédrales. C'est donc pour cela, par exemple, que c'est l'État qui va financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Après, évidemment, il y a des enjeux touristiques, économiques qui justifient ça. Ce n'est pas juste sur un plan purement spirituel. Alors, les deux initiateurs de la loi sont Aristide de Briand et Émile Combes. Aristide de Briand, retenez ce nom parce qu'on en reverra dans le chapitre sur les chapitres sur la Première Guerre mondiale. Donc, Aristide de Briand et Émile Combes sont deux républicains convaincus. Émile Combes est aussi un anticlérical, ça veut dire qu'il s'oppose à l'influence des clercs dans la vie politique française. Il n'est pas non plus anticatholique, il y a une nuance, quand on est anticatholique, ça veut dire qu'on veut lutter contre la religion catholique. Quand on est anticlérical, ça veut dire qu'on veut lutter contre l'influence des prêtres dans la vie politique ou alors dans la vie sociale, comme lorsque les clercs avaient le pouvoir d'enseigner aux enfants. Cette loi, quand on fait le bilan, a globalement bien été acceptée par la société française, mais comme je vous l'ai dit, elle a suscité l'opposition des milieux catholiques ainsi que du Vatican. Une minorité au sein de l'Église, de tendance libérale, cela dit, accepte la réforme. C'est néanmoins la querelle des inventaires qui heurte le plus les croyants, étant donné que l'État, étant donné qu'il a récupéré les biens, va devoir faire des inventaires sur tout ce qu'il possède au sein des églises. Et une circulaire qui s'intéressait par exemple à la mise en place de la loi 1906 demandait l'ouverture des tabernacles. Et alors là, on est vraiment sur un point qui est un petit peu technique, mais qui est très intéressant, qui s'intéresse vraiment à la logique du rapport qu'il peut avoir entre l'État et la religion, l'État et le sacré. Il faut bien savoir ce que c'est que le tabernacle dans une église catholique. C'est le meuble qui contient la partie la plus sacrée de l'église. On est vraiment au cœur du culte. Donc, en fait, c'est le tabernacle qui contient les hosties consacrées au cours de la messe. Donc, un tabernacle peut être réalisé de diverses façons. Généralement, il est très bien décoré. Il est soit en bois, soit en métal, soit en pierre. Et il est en général placé près de l'autel. Vous le savez, l'autel, c'est l'endroit dans lequel les croyants prient. Donc, on est vraiment dans l'endroit le plus sacré de l'église. Ainsi, lorsque cette circulaire a demandé l'ouverture des tabernacles, ouverture effectuée par des agents de l'État, eh bien, les croyants se sont sentis offensés dans leur culte. Par conséquent, les républicains ont dû revenir en arrière et ne pas franchir cette limite qui heurtait trop les croyants. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de 1905 instaure la laïcité, elle instaure la séparation de l'Église et de l'État, elle est globalement bien acceptée, sauf au sein d'une partie des milieux catholiques, les milieux les plus conservateurs, qui refusent cette loi, et cette loi a amené un point de friction qui est la querelle des inventaires, notamment lors de l'ouverture des tabernacles. Voilà ce qu'il faut retenir. Après 1905, il reste tout de même des défis pour la République. Il reste évidemment la question sociale. Le mouvement ouvrier reste très important et revendicatif. On va le voir dans le chapitre suivant. Il y a un syndicalisme révolutionnaire très puissant qui est capable de faire des grèves massives. Et ce syndicalisme révolutionnaire n'a pas forcément un projet républicain comme celui d'Aristide de Briand, de Clemenceau ou de Gambetta. Enfin, il y a une autre question, outre la question sociale, qui est la question nationale. Les républicains préparent encore la guerre contre l'Allemagne afin de récupérer l'Alsace et la Moselle. Cette guerre, évidemment, vous le savez, elle arrivera en 1914. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander concrètement cette semaine? Je vais vous demander de faire en fait un petit travail de synthèse qui ne sera pas ramassé, enfin du moins qui sera facultatif. Si jamais vous voulez me le rendre, il n'y a pas de problème. Donc c'est un travail facultatif, vous faites en fait une synthèse, un écrit argumenté, où vous montrerez comment la République fait face à ses oppositions entre 1871 et 1914. Je vous propose déjà le plan, vous évoquerez déjà la tentative de restauration monarchique,
puis les oppositions boulangistes anti-parlementaristes, et enfin l'affaire Dreyfus et l'opposition de l'Église en 1905. Voilà le travail que vous avez à faire.